Bonsoir tout le monde, bienvenue à ce quatrième épisode de l'Agora du Prof et aujourd'hui je suis très content d'avoir avec moi Madame Anna Paul, la nouvelle chef du Parti vert du Canada. Madame Paul, comment allez-vous? Bonsoir, je vais très bien, merci. Est-ce que c'est habituel pour une chef de parti de faire des événements Facebook à cette heure ou c'est quelque chose de courant depuis votre nomination comme chef de parti? Oui, bon, ça, je fais des événements à des heures très spéciales, très inédites. Alors, c'est assez normal. En fait, je viens juste de terminer un événement sur Facebook Live avec un groupe dans la circonscription où je cherche non, d'être élu. OK. Alors, oui, ça fait partie non, du boulot. Puis comment ça se passe justement cette campagne-là? Est-ce que les gens sont positifs? Est-ce que les appuis ont l'air à être de plus en plus importants? Oui, en fait, nous avons reçu presque 33% non, Oh. des votes dans les élections partielles d'octobre 2020. Est-ce que c'est Alors, l'ancienne oui, est-ce que c'est l'ancienne oui, circonscription de Bill Morneau, si je me trompe oui, pas? OK, oui, OK, c'est ça. excellent. Oui, c'est Donc une, ça. une belle place de Alors, libérer fraîchement pour vous. oui, non, en fait, Bill Morneau, dans l'élection de 2019, il a gagné 57% OK. des votes, moi 7%, parce que j'étais la candidate en 2019. Alors, imagine, oh, une saute jusqu'à 33%, c'était vraiment quelque chose C'est c'est- presque inespéré. c'est Alors oui, beaucoup. il y a un sentiment non, très positif, il y a un sentiment non, de changement. Les gens sont très positifs quand non, les contacte. Alors oui, oui, j'espère que la troisième fois serait non, le bon, mais bon, voilà, je fais le travail. Je vais commencer avec une question que je pose à chacune de mes invités. La dernière année a été, on va dire, particulière dans tous les sens du terme, je crois, pour chaque Canadien, Canadienne. Je me demandais comment Madame Annemie Paul a vécu sa dernière année en mode COVID-19. C'était une année d'abord de la course à la chefferie du Parti vert. J'ai commencé en janvier plein de plans de traverser le pays, de passer des semaines, même des mois. J'ai même considéré à m'établir au Québec pour un mois ou 2 mois. Oui, j'avais non, Beaucoup de comme tout projets. le monde, j'avais oui, tous des plans, non, des stratégies. Et puis en mars, non, tout ça s'est étendu. J'ai dû commencer à zéro avec notre équipe et nous avons appris comment faire une grande campagne uniquement en ligne. J'ai pas travaillé, j'ai pas même sorti du Toronto pendant cette période. Et puis, j'étais élue comme chef du Parti vert en octobre. Alors, oui, c'était une année très compressée d'émotions parce que mes enfants sont ici. Mon mari, qui est un avocat spécialisé dans le droit de la personne, il voyage normalement 3 quarts de l'année. Il est ici encore. Ça fait 13 mois qu'il est ici. Wow. J'ai perdu mon père aussi dans un centre de soins de longue durée. Ma sœur est tombée, bon, pas tombée, mais elle est devenue enceinte. OK. Alors, imaginez tout ça compressé Wow. dans 12 mois. En C'est, plus de oui, tout le reste. Aïe, aïe, aïe. non, c'est une année bouleversante comme pour tout le monde, avec des hauts et des bas. Comment ça se passe à Toronto avec les nouvelles normes, les nouvelles règles? Est-ce que c'est quand même encore vivable, on va dire comme ça, ou c'est très contraignant? Les gens s'adaptent, non? C'est comme ça. C'est le troisième, bon, c'est pas même le troisième fois, mais on a l'habitude maintenant. On ouvre, on ferme, on ouvre, on ferme. Alors, les gens s'adaptent. On trouve les méthodes de continuer avec la vie, de rester en contact avec nos amis, nos familles. Euh, oui, c'est toujours difficile. Par exemple, mon fils, les deux.
Mes deux fils n'ont pas visité comment tu dis ça, le barber, Ah, le coiffeur. le coiffeur pour des mois. Alors, ils ont des bonbons afro. OK. Oh, ouais, c'est Oui. peut-être pas la même chose, mais c'est plus par en bas. Oui, la barbe, la barbe. Oui, tous mes amis, tous les hommes dans ma vie, ils ont décidé d'expérimenter avec leur barbe. Alors, C'était oui, le temps idéal pour ça. oui, c'est ça, c'est ça. Mon fils, alors, il constate maintenant qu'il ne peut pas, en fait, il ne peut pas faire croître une barbe. Il avait un petit bout de cheveux ici, un petit ici, et c'est Ah, tout. oh, wow, ça devait être très drôle par contre. Oui. Parlant justement de ta vie de famille, de ton mari, de tes enfants, quand je fais mes épisodes de l'Agora du prof comme ça, j'aime beaucoup aller reculer dans les jeunes années, on pourrait dire, de l'adolescence et la jeunesse, parce que mon objectif, c'est aussi de montrer à mes étudiants le parcours que quelqu'un peut avoir, parce que souvent, quand on est adolescent, on n'a aucune idée de ce que la vie nous réserve. Donc, je voulais je me questionnais. À l'âge de 16-17 ans, qu'est-ce que Mme Anna Meeple rêvait de faire dans la vie? Et est-ce que c'est quelque chose qui s'est accompli finalement? À 16-17 ans. À 17 ans, j'étais déjà à l'Université d'Ottawa. OK. J'étais un peu précoce, alors j'avoue. Alors, oui, j'étais déjà une étudiante de première année à l'Université d'Ottawa. Et je ne savais pas exactement qu'est-ce que je voulais faire, mais je savais que ce serait quelque chose en service du public. C'était quelque chose d'important pour moi, mais ma mère, ma grand-mère étaient ma mère était une enseignante OK. dans les écoles primaires à Toronto. Ma grand-mère, elle était une ancienne infirmière et elle travaillait encore dans les hôpitaux. Alors oui, je voulais être au service. Alors, oui, c'était vraiment ça. Je n'avais pas une idée exacte. Et en fait, je suis très contente que je n'avais pas une idée exacte parce que sinon, peut-être j'aurais décidé de suivre un parcours très strict. Et j'ai Mhm. utilisé mes premières 2 années à l'université de vraiment expérimenter, de vraiment de prendre des cours un peu différents. Et c'était une très bonne expérience. Et j'encourage toujours les jeunes de résister, toute la pression de décider leur vie à l'âge de 16 ou 17. Il faut laisser d'espace à épanouir. Et ça, même avec mes enfants, j'insiste qu'ils laissent, qu'ils ne planifient pas trop. Je suis 100% d'accord. Moi-même, c'est un peu mon parcours. J'ai décidé de devenir enseignant à 21 ans, donc j'ai eu le temps d'essayer, de faire des essais, beaucoup d'erreurs, mais je pense que le résultat est assez positif. Et Oui. finalement, qu'est-ce qui a fait qu'éventuellement ce soit vers le droit que Anami se tourne par la suite? Oui, bon, c'est toujours, il y a toujours un peu d'hasard et puis un peu de planification. Dans mon cas, l'hasard, c'était que je ne sais pas qui, mais quelqu'un m'expliquait que, en fait, c'était possible de postuler pour les facultés de droit après 2 années d'études pour le bac, pour le OK. diplôme. Alors, j'ai décidé de le faire parce que je ne savais pas si je voulais être en fait une avocate traditionnelle, mais je savais que ça serait une excellente collection de compétences. Et je voulais ça. Alors oui, et j'étais encore très intéressée dans l'Université d'Ottawa. J'aimais bien l'Ottawa. J'aimais bien l'accès à nos institutions publiques. J'ai travaillé comme une page dans le Sénat. Oh, wow, OK. Alors, je voulais garder ça. Et aussi, l'Université d'Ottawa a un excellent programme de formation dans les droits autochtones. Oh. Alors, oui, non, c'est vraiment, il y a encore cette formation. Alors, oui, c'était pour moi une opportunité idéale. J'avais l'opportunité de le faire, alors j'ai décidé de le saisir.
Wow, ça veut dire que déjà, on voyait la petite fibre, justement, de justice sociale qui commençait Oui, déjà à oui. s'instaurer. Là, je vais faire un saut dans le temps parce que un peu plus tard, j'ai lu, et c'est ce qui m'a le plus intéressé de la biographie, euh, le tribunal pénal international. Oui. Comment on fait pour se rendre à cet endroit-là et peut-être juste expliquer aux gens qui nous écoutent qu'est-ce que le tribunal pénal international et qu'est-ce que vous avez fait à cet endroit-là parce que c'est vraiment quelque chose qui gagne à être connu et qui est super important là, sur la planète. Là. Oui, bon, le Cour pénal international a été créé à travers le statut de Rome. C'est un organisme multilatéral qui est ciblé sur investiguer et bon, surtout investiguer parce qu'il n'y a pas beaucoup, en fait, beaucoup de cas, de procès qui arrivent devant le cours, mais pour investiguer et aussi c'est procurer, c'est bon mot? Prosecute? Euh, accusé. Oui, les crimes contre l'humanité, Mhm. les crimes de guerre aussi, alors, et les crimes, les génocides, alors les crimes les plus sévères, les crimes qui non, vraiment nécessitent vraiment une bonne investigation et surtout qui se passe dans le contexte de conflit. Alors, Je- c'était pour ça que le Cour pénal international a été créé. Et moi, j'ai travaillé comme une conseillère dans le bureau du procureur général. Donc, Et vous pour étiez du moi, côté de ceux qui font les accusations et non du côté de la défense. voilà, oui, oui, non, OK. non, non, le cours, non, non. Moi, en fait, j'ai travaillé, la plupart de mon travail était d'être une liaison entre le bureau du procureur général et les États qui OK. étaient impliqués dans les cas devant le cours. Est-ce que tu as Alors, des oui, exemples de pays ou de personnages qui ont passé? Parce que je sais qu'il y a eu beaucoup de procès célèbres, ceux du Rwanda principalement, peut-être aussi de la Serbie, mais est-ce que c'est des dossiers que tu as eu la chance de voir? Ou... moi, il y avait deux cours séparés, un cours pour le Rwanda et un autre pour la Serbie. Nous, à l'époque, c'était principalement le cas qui se passait dans la République d'Afrique centrale OK. euh, et aussi la République démocratique du Congo Ah oui, aussi. Alors, avec. le cas surtout du Jean-Paul Bemba. OK. Alors, oui, et il y avait aussi des investigations des autres possibles crimes de guerre dans les autres pays. Mais oui, c'était principalement la plupart des investigations étaient ciblées sur des possibles possibles cas dans l'Afrique subsaharienne. Est-ce que ça l'a amené à des accusations et à des actes de culpabilité ou malheureusement le système fait que les méchants s'en sortent encore une fois sans conséquence? Ça prend, bon, éventuellement, oui, mais ça prend des années et des années. Non, le procès est très, très long. Non, normalement, il y a des investigations qui impliquent multiples pays. Mhm. Et il y a aussi, non, c'est très difficile d'aller chercher des preuves dans les pays qui ne sont pas très développés, ou peut-être les preuves ont disparu. Mhm. Alors, oui, Disparu. oui, oui, c'est ça, disparu, énormément compliqué. Mais ça vaut la peine. C'était vraiment un rêve de créer un cours pénal international capable vraiment de se concentrer sur les crimes les plus difficiles, les crimes vraiment qui choquent, non, choquent l'esprit. C'est la cour des super méchants, comme j'aime l'appeler Oui, pour mes élèves. oui. C'est quand même un élément assez particulier. Est-ce qu'il y avait beaucoup de Canadiens et Canadiennes qui travaillaient à la Cour pénale internationale? Oui, 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 oui. Bon, il y a comme
une distribution, il y a une proportion. Ce n'est pas officiel, mais le cours cherche d'avoir une représentation de tous leurs États membres. Alors oui, moi j'étais le seul Canadien dans le bureau du procureur général, mais il y avait des autres Canadiennes dans la cour pénale. Oui. Combien de temps tu as travaillé à cet endroit-là? J'étais là dans les années, le temps se passe, 2009 à 2010. Alors, OK. mais oui, ça fait à peu près 10 années. Et c'était après que j'ai travaillé juste avant dans la mission, dans notre mission auprès de l'Union européenne à Bruxelles. Et puis OK. après, j'ai travaillé pour une ONG internationale qui travaillait pour protéger les gens civils dans le contexte des conflits. OK. Est-ce que c'est pour ça que je crois, si je ne me trompe pas, vous avez habité pendant quand même plusieurs années en Belgique de mémoire, Oui. avec ce que j'avais lu. Est-ce que c'était justement par rapport à ça? Est-ce que c'était aussi parce Oui, que votre mari travaillait, j'imagine, aussi dans un domaine assez connexe aussi? Hein? oui, ça aussi. Nous et nos deux enfants, nous avons débarqué de Toronto pour travailler en Belgique. Lui, il travaille, à l'époque, il travaillait pour une ONG concentrée sur le thème de justice transitionnelle. OK. Alors, les choses comme les commissions de vérité, les droits d'amnistie, qu'est-ce qu'on fait pour reconnaître les crimes de guerre, etc., après le conflit. La Alors, réconciliation aussi, on pourrait dire, essayer de réconciliation, recoller les absolument. morceaux, repartir à zéro. Oui, OK. Oui, Wow. absolument, absolument. Et moi, oui, j'ai fait aussi j'avais des travaux internationaux aussi. Alors oui, nous avons passé Wow. des très, très belles années à Bruxelles. Et pourquoi, tout d'un coup, on revient au Canada et on se lance en politique? Je suis curieux de savoir le processus, comment on décide, ça y est, on se lance en politique fédérale. Je ne sais pas si ça y est. Surtout pas pour les femmes comme moi. Donc c'est très normal pour les femmes comme moi. Je suis mère. Non, moi et mon mari, nous sommes ensemble depuis à la faculté de droit. On s'est rencontrés à OK. l'Université d'Ottawa. Alors, ça fait presque 25 années ou plus. C'est énormément, une longue temps. Et oui, j'ai aussi ma mère. Ma mère, maintenant, elle a 85 ans. Alors, oui, j'ai considéré tout ça aussi, et aussi mes enfants. Je me demandais quand j'ai retourné au Canada, et c'était surtout pour des raisons familiales, OK. que je voulais faire quelque chose pour contribuer aux grands enjeux. Non, je voyais qu'on avait la crise climatique parce que j'ai participé à lancer des ONG qui travaillaient sur la crise climatique quand j'étais encore en Europe. Je savais aussi qu'on avait des grands défis en ce qui concerne l'intelligence artificielle et la nature du travail qui change aussi. Même avant la pandémie, on avait des énormes enjeux et je voyais que ce serait important d'avoir des gens avec des idées dans notre vie politique pour vraiment attaquer ces grands défis. Et alors, je me disais, avec toute mon expérience, avec mes enfants qui ont déjà grandi, avec le soutien de mon partenaire, que ce serait possible peut-être de contribuer et de me lancer dans la vie politique. Juste pour, avant de continuer avec la politique, on parle beaucoup d'environnement, c'est un sujet là, qui m'intéresse beaucoup et c'est pas pour rien que je voulais qu'on discute, mais j'étais curieux de savoir, est-ce que l'Europe et le Canada sont sur la même lancée ou est-ce qu'on a du travail à faire pour être au même niveau que l'Union européenne au niveau environnemental? Nous avons beaucoup de travail à faire. En fait, le Canada reste une des seuls pays développés qui continuent à faire croître leurs émissions de gaz à effet de serre. Nous et l'Arabie saoudite sont les pires parmi les pays riches. Une belle équipe.
Pardon? C'est pas le pays avec lequel on veut nécessairement être associé. Pas du tout, pas du tout. Alors, et ça ne correspond pas à l'image que les Canadiens et Canadiens ont en ce qui concerne l'environnement et le climat, mais c'est le fait. Le Canada normalement, nous sommes entre les trois pays avec le pire record d'émissions gaz à effet de serre per capita. Alors, nous avons beaucoup de travail à faire. L'Union européenne, par exemple, ils ont déjà décidé d'investir dans une relance verte après la pandémie. Ils ont adopté des cibles très ambitieuses pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Ils ont des cibles entre 50 et 60%. Wow. Oui, nous avons encore une cible de 30% et nous n'avons jamais réussi à l'atteindre. Alors, oui, non, le Canada, nous avons beaucoup à apprendre des Européens. On a un retard, nous avons un retard très important et ça nous rend aussi moins compétitifs parce que le futur est vert. Ça, c'est clair. Il faut commencer pas même commencer, mais accélérer notre transition. Je suis tout à fait d'accord. Si on avait identifié le principal problème environnemental du Canada, on pourrait mettre le doigt sur... Principal problème. Il y a, en ce moment, il y a une déconnexion entre l'ambition de la publique et l'ambition de nos politiciens. Nous n'avons pas, même dans les pires jours de la pandémie, les gens ont dit dans les sondages que le climat était une de leurs préoccupations principaux. Ils ont dit qu'ils voulaient avoir un plan ambitieux, même en Alberta, même en Saskatchewan. Ils ont dit que c'est quelque chose où on veut être ambitieux. Mais malheureusement, on ne voit pas des politiques qui correspondent à l'ambition du peuple au Canada. Alors, pour moi, si je dois, et je n'aime pas dire, on va y aller avec des gants blancs. Oui, oui, oui. Non, c'est juste que mes enfants me demandent toujours quel est votre plat préféré? Quel est votre vos vêtements préférés? Je ne joue pas les préférés, mais en ce cas, je peux dire que si je dois choisir une chose, c'est vraiment un enjeu, une volonté. C'est vraiment une volonté pour agir qui manque au niveau des plus hauts niveaux de nos politiques ici au Canada. Et c'est ça exactement pourquoi les mouvements civiques, les mouvements de mobilisation, les militants sont si importants parce que nous avons besoin d'une pression de la part de la public, une pression soutenue pour vraiment faire réagir nos politiciens. Pour nous au Québec, un des gros enjeux présentement, c'est le projet de GNL Québec, le projet de gaz naturel vers Saguenay, qui va devenir un des plus gros pollueurs du Canada, mais on nous vend le projet comme étant une énergie de transition et que c'était bon pour l'environnement. J'étais curieux de savoir, qu'est-ce que la chef du Parti vert pense d'un projet comme GNL Québec? Qu'est-ce que vous imaginez? Juste pour le plaisir de l'entendre. Est-ce que, en fait, je vais la poser d'une autre façon. Est-ce que c'est un argument valable de dire que le gaz naturel est moins pire que le charbon et le pétrole? Est-ce que c'est bon de nous vendre ça comme ça ou c'est de la poudre aux yeux? Non, ce n'est pas valable. C'était un argument qui, je crois que, je ne sais pas où exactement les racines se trouvent, mais je sais pendant l'époque de Obama, par exemple, on parlait beaucoup du gaz naturel comme une énergie transitionnelle vers une économie verte, mais c'est tout à fait faux. Le gaz naturel, le processus de l'extraire est un processus qu'on s'appelle la fracturation hydraulique. Mm-hmm. Déjà, ça pollue, ça utilise beaucoup d'eau, ça pollue les corps d'eau, ça crée les tremblements de terre aussi, déjà.
OK? Juste là, c'est déjà beaucoup. Déjà, c'est pas suffisant, mais alors j'ajoute. Et aussi, les gaz méthane c'est correct? Méthane, Oui. échappent pendant le processus d'extraction des gaz naturels. Et le méthane c'est 3 fois plus polluant que le dioxyde de carbone. Oui, Oui, c'est dioxyde de excellent. carbone. 3 fois, ça ne reste pas dans l'atmosphère pour autant de temps, mais c'est 3 fois plus polluant pendant que c'est là. Alors, tout ça, voilà, ça c'est le processus. Et c'est pour ça que le Parti vert est complètement contre la fracturation hydraulique. Il y a aussi, bien sûr, un mouvement aux États-Unis pour abolir l'extraction par la fracturation hydraulique. Alors, non, ce n'est pas une énergie, une source d'énergie transitionnelle. C'est très polluant. On ne peut pas atteindre nos cibles pour réduire nos gaz à effet de serre si on continue à établir ou construire des nouveaux projets pour le secteur pétrolier. Est-ce que on pourrait dire que l'arrivée de Joe Biden aux États-Unis pourrait venir changer les choses au Canada parce qu'on se rend compte qu'il est peut-être un peu plus progressiste qu'on pouvait se l'imaginer au niveau environnemental? Est-ce que vous voyez une différence au niveau de ce qui pourrait se passer au Canada par rapport à l'environnement? Imaginez-vous que les États-Unis ont un président plus progressiste que notre premier ministre. C'est imaginable, mais il faut l'avouer. Ces politiques sur l'environnement, le climat, la justice sociale, raciale, l'argent qu'il a déjà décidé d'investir dans les Les programmes projets sociaux. d'infrastructure et de relance. C'est vraiment, alors, oui, absolument, ça va nous pousser, ça doit nous pousser dans la bonne direction, exactement parce que c'est notre plus grand partenaire économique. Alors, si les États-Unis vraiment décident de faire une relance verte, d'investir dans les technologies vertes, dans le clean tech, s'ils décident de créer, par exemple, une frontière de carbone, alors un tarif un impôt sur les importations à des pays polluants, le Canada n'a pas de choix que de suivre. Alors, nous, on propose qu'on participe de créer une politique nord-américaine le plus progressiste pour le climat. Nous avons l'opportunité de le faire avec Président Biden. Alors, j'espère que nous allons saisir l'opportunité. Parlant justement de politique, on sait que le Parti vert du Canada représente l'environnement en premier lieu, mais c'est pas que l'environnement. Et je me demandais, en tant que chef du Parti vert, les 3 principaux objectifs, ou plutôt les 3 principaux enjeux qu'on attaquerait en tant que nouveau gouvernement canadien, ce serait quoi les 3 principaux éléments du Canada qui sont à modifier ou à améliorer ou à changer? Oui, en fait, j'ai 3. Oui, j'accepte 3. Ouais, c'est moins pire Alors, que tantôt, là. oui, 3, ça va. 3, c'est bien. OK. 3. Alors, d'abord, bon, pour contexte. Le contexte, c'est d'assurer que tout le monde au Canada peut vivre en dignité après la pandémie, pour reconnaître qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient dans des situations très précaires pendant la pandémie, et pour aussi reconnaître que le Canada doit pivoter s'il veut être un responsable membre du communauté internationale en ce qui concerne le climat. Alors, premièrement, il faut compléter notre filet social. Il y a encore beaucoup trop de trous. C'est pour ça qu'on devait créer toutes ces prestations d'urgence pendant la pandémie. Nous avons besoin d'un revenu minimum garanti. Nous avons besoin des programmes universels que nous n'avons pas encore, comme accès à des médicaments
comme accès universel à l'université, bon, pas l'université, mais les études postsecondaires. Alors, il faut terminer le travail à créer une filet sociale où tout le monde peut vivre en dignité. Puis, il faut accélérer notre transition, c'est le deuxième maintenant. Il faut accélérer notre transition vers une économie verte. Nous avons l'opportunité d'avoir une relance verte pour finalement créer une société basée sur une économie soutenable, qui est durable, qui reconnaît que les ressources planétaires ne sont pas infinies. Ce n'est pas logique de créer un système basé sur un accès infini à des ressources. Et puis, il faut assurer que notre société soit plus juste en ce qui concerne la réconciliation et la justice raciale et sociale aussi. Parce qu'on a vu aux États-Unis les conséquences de ne pas soigner la société, de continuer à créer des plus grandes divisions entre les groupes, à créer plus d'inégalités entre les gens dans la société. On ne veut pas voir ça ici au Canada. Il faut faire le travail. Ce sont de très, très bonnes réponses et j'adore qu'est-ce que j'entends. J'ai vu dans les commentaires qu'il y avait beaucoup de choses très pertinentes. On me demande comme question, est-ce que pour un parti environnementaliste, les crypto-monnaies, les bitcoins et compagnie, c'est quelque chose qui est bon ou mauvais? C'est une question qui est quand même assez intéressante. Mais ils sont très polluants. Il y a, non, je peux entrer dans des discours sur les autres, non, la spéculation associée avec tout ça, Ben, c'est etc. dans l'ensemble, on pourrait dire. Oui, la facilitation des crimes non, dans l'économie noire et tout ça. Mais peut-être juste pour dire qu'ils sont très polluants. L'utilisation énergétique pour créer les crypto. C'est crypto-courant? Crypto-monnaie. Crypto-monnaie est énorme. C'est énormément polluant. Alors, voilà. Non, c'est parfait, Oui, c'est une très, oui, très bonne réponse. Puis justement, oui. c'est un peu une introduction envers ma prochaine question parce que le Canada a un rôle important dans le monde et il y en a beaucoup qui se demandent justement présentement avec les tensions avec la Chine, avec l'Arctique qui est en train de se réchauffer, avec peut-être de futurs conflits avec la Russie, quel devrait être le rôle du Canada à l'international? Peut-être me donner 3 choses, encore une fois, sur le Canada à l'international parce que en tant qu'enseignant, j'enseigne l'initiation justement aux relations internationales et c'est le sujet qui m'intéresse le plus. Et justement, je pense que le Canada a un rôle à jouer et je ne suis pas sûr en ce moment que le Canada joue le rôle qu'il devrait jouer. Mais c'est ça exactement. Nous avons perdu notre place dans notre standing dans le monde, malheureusement. En fait, je travaillais comme diplomate dans notre mission auprès de l'Union européenne quand nous avons transitionné du gouvernement le gouvernement de Paul Martin au gouvernement de Stephen Harper. Okay. Il y avait une chute presque immédiate parce que les décisions étaient concentrées dans le bureau du Premier ministre. Il n'y avait pas beaucoup de flexibilité dans nos politiques. C'était un moment, c'était en fait le commencement, le début d'un déclin. Et nous n'avons pas, même si on parlait en 2015 de Canada is back et tout ça, nous n'avons pas fait le travail. Il faut investir dans les relations avec les autres pays. Il faut être un leader. C'est pas possible de taquiner les autres pays, par exemple, sur le climat, si par exemple, nos politiques ne sont pas suffisantes et on ne réussit pas à atteindre nos cibles. Ce n'est pas possible de parler des droits fondamentaux si on ne les respecte pas suffisamment ici au Canada. Et on peut continuer sur ce voie. On ne investit pas suffisamment dans les pays qui sont en développement. Il y a beaucoup de pays qui investissent beaucoup plus que nous dans le système multilatéral aussi. Alors,
non, le Canada, il y a un vide. Il y a un vide parce que le Canada est un pays qui est reconnu pour être un bon négociateur, pour être un bon rassembleur, et on ne réussit pas à le faire parce que l'estimation du Canada est très faible maintenant. Un dernier exemple peut-être, le COVAX. Je ne sais pas si vous... Oui, mais peut-être pour les gens qui nous écoutent, d'expliquer qu'est-ce que ça peut être. C'est les vaccins, mais juste pour... Oui, c'est un des exemples le plus récents. Le Canada a commandé 400 millions de vaccins pour une population de 37-38 millions de personnes. Nous et des autres pays riches, c'est vraiment que une dizaine de pays riches, on a essentiellement acheté en avance tous les vaccins au monde. Il y a une petite source pour les pays pauvres qui s'appelle COVAX, qui n'a pas suffisamment de vaccins. Il y a des pays qui encore n'ont pas reçu même un vaccin. J'ai exemple en tête, Haïti, qui a toujours aucun vaccin, malgré le fait que c'est un endroit où on devrait peut-être justement aider le plus possible. Mais absolument, absolument. Alors, imaginez-vous que même avec tous ces commandes, même avec tous ces vaccins, on continue d'insister que nous allons prendre des vaccins, des dosages du COVAX. Le source unique pour un grand nombre de pays pauvres au monde ou d'un faible revenu. Alors, ce n'est pas le leadership et ce n'est pas être un bon voisin non plus. Et malheureusement, et on sait aussi que si les pays pauvres ne reçoivent pas leur vaccin au même moment que nous, il y aura des mutations. C'est fort possible que les mutations seront résistantes aux vaccins qui existent et nous serons encore dans la même situation. Alors, c'est quelque chose qui n'est pas logique, mais c'est quelque chose aussi qui démontre que nous ne sommes pas prêts à vraiment assumer un rôle de leadership au monde. Parlant de leadership, j'ai une dernière sous-question et je ne veux pas te mettre sur la sellette, mais le gouvernement chinois, c'est beaucoup dans les médias, justement, on se demande quelle devrait être la position du Canada envers Xi Jinping et le gouvernement chinois. Un gouvernement du Parti vert se placerait ou se positionnerait comment par rapport à la Chine? Bon, nous avons déjà prononcé sur quelques enjeux. Notre parti a dit clairement, même avant le vote au Parlement, qu'on considère les actions commises par le gouvernement chinois contre les Ouïghours et les autres minoritaires musulmans comme des actes de génocide qui conforment. Désolée, je vais commencer à parler un peu comme une avocate. Non, c'est parfait, j'adore. Oui, il conforme à la définition classique du génocide sous la Convention sur le génocide. Alors, et nous avons dit que comme un premier acte de reconnaissance, on ne devrait pas participer dans les élections, dans les Olympiques de 2022 en Chine, que nous devrons essayer à trouver des autres possibilités pour célébrer ces Olympiques. Il faut considérer les sanctions, il faut considérer comment nous pouvons, comme j'ai dit, rassembler nos partenaires, nos alliés internationaux pour avoir une approche coordonnée. Alors, ça déjà, nous avons dit. Nous sommes aussi très inquiétés par les actes récents en ce qui concerne le Hong Kong et la répression des gens qui militent pour leurs droits démocratiques, qui insistent d'exprimer leurs droits fondamentaux. Ça aussi, c'est une grande préoccupation. Et aussi les deux, Michael aussi, qui sont détenus vraiment comme des pièces dans un jeu d'échecs. Alors, tout ça nous inquiète et le Canada
oui, c'est difficile de se mettre en opposition avec une superpower, mais on ne devrait pas être peur de le faire. Moi, je suis inquiète aussi, personnellement, parce qu'on voit déjà que le gouvernement en Chine commence à sanctionner des politiciens canadiens. Des Moi, j'ai journalistes aussi. des journalistes, exactement, les sociétés civiles. Mais il faut avoir un peu de courage. Il faut avoir le courage de dire que c'est des injustices, c'est des crimes humains, c'est des crimes humanitaires, des crimes graves, et que le Canada ne resterait pas à côté à protéger notre relation économique avec la Chine si ça veut dire que les gens sont vraiment répressés au Chine. Sur le même sujet, là, j'ai eu un flash parce qu'on a vu que le tsar Vladimir Poutine s'était autoproclamé président pour encore plusieurs années en Russie. On sait que ça brasse en Ukraine. Est-ce que le rôle de l'OTAN devrait être plus ou moins important pour le Canada? Est-ce qu'on devrait plus s'impliquer dans l'OTAN au même niveau ou se retirer un peu de l'OTAN pour ne pas s'impliquer dans les conflits internationaux de la sorte? Bon, le Canada est un pays de puissance moyenne. En général, ça veut dire que nous sommes toujours plus forts, nous avons plus d'impact quand nous travaillons dans les contextes multilatéraux, quand nous travaillons avec nos alliés. Mais ça doit toujours être des relations qui respectent nos valeurs. Et il faut toujours les évaluer pour assurer que notre association avec ces alliances respecte nos valeurs. Alors, c'est toujours la tension avec l'OTAN. Nous sommes un pays qui vraiment, nous avons besoin des alliés même pour nous protéger. Nos forces armées sont assez modestes. Nous vivons dans un contexte avec des menaces globales. Alors, il faut avoir des relations, des alliances, mais jamais si ça met nos valeurs en risque. Et c'est ça toujours la tension avec l'OTAN. Alors, pour moi, je le mets toujours sur comme un système d'auto-évaluation pour assurer que ça reste pour notre intérêt de rester dans l'OTAN. Donc, qu'il y a plus de positifs que de négatifs en étant dans l'OTAN. Pour l'instant, oui. Pour l'instant, je dis oui, mais c'est important pour aussi reconnaître que l'OTAN, l'OTAN a aussi des choses des choses à expliquer. Non? Il y a des problèmes, mais en général, avec nos relations multilatérales, ils sont presque jamais parfaits. Il y a toujours des problèmes, mais oui, il faut dire, non, si on balance, c'est meilleur d'être dedans ou dehors, où on peut exiger de plus d'influence aussi. Un peu sur le même principe, le Conseil de sécurité de l'ONU, qui est un peu l'organe décisionnel de l'ONU, a présentement 5 pays avec un droit de veto. Est-ce que le Conseil de sécurité de l'ONU serait dû pour une réforme? Et si oui, quel devrait être le rôle du Canada dans le Conseil de sécurité de l'ONU? Bon, le Canada n'aurait jamais, à mon avis, un siège permanent dans le Conseil de sécurité. Le monde est un différent monde que quand l'ONU a été créée, le Conseil de sécurité a été créé. Il y a des importants pouvoirs qui restent hors de l'ONU, même si on applique le standard d'être un pays avec un pays nucléaire, par exemple. Et c'est frustrant, ça crée des tensions, ça crée, non, ça crée en fait, c'est une raison qu'on a les États qui se trouvent en dehors du Conseil ont créé leur propre association parallèle
Alors oui, il y a des raisons pour réforme, avoir une veto sur des enjeux très importants, très J'ai importants. l'exemple du conflit en Birmanie présentement où Mhm. les Chinois et les Russes ont mis des vetos pour pas qu'il y ait d'intervention de l'ONU. C'est Oui, des populations entières qui subissent les conséquences, oui. malheureusement. Voilà, oui, c'est exactement ça. Et oui, si ça continue comme ça, ça provoque je ne sais pas le mot en français, désolé, Ben, bypass. Non, euh, on ignore le français et on fait ce qu'on veut. Et ça, c'est une menace pour l'ordre international. C'est une menace le droit international aussi. Alors oui, l'ONU est toujours en considération, non, en considération perpétuelle pour les réformes. On parle toujours de réformer l'ONU. Mais même avec ces fautes, nous avons absolument besoin des organisations multilatérales. On l'a vu pendant la pandémie. On avait besoin de l'ONU, on avait besoin de l'Organisation pour la santé mhm. mondiale. Nous avons besoin de coopérer et coordonner pour vraiment faire face à les grands défis de notre époque. C'était vraiment très, très, très intéressant, mais je voulais terminer notre entretien avec un sujet un peu plus léger parce que, honnêtement, j'aurais pu continuer pendant des heures. C'est un sujet qui me passionne et je Oui, trouve ça super intéressant, mais question de terminer sur une note plus positive, oui. pour essayer un peu en même temps d'apprendre à connaître Anna Paul, dans tes temps libres, qu'est-ce que tu vas faire pour te changer les idées justement pour essayer de retrouver un peu de sanité d'esprit, essayer de trouver justement une façon de se changer les idées avec tout ce qui peut se passer sur la planète en ce moment? Les, les, les temps libres. Euh, Je ne Pastime, comprends pas la question. euh, qu'est-ce que... Non, je comprends la question, mais je suis si éloignée du concept de temps libre en ce moment que Ok. quand tu me poses la question temps libre, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Ok. Ou plutôt, on Oui, pourrait le dire d'une autre façon, ou traduction, please. des passions, des hobbies. Les hobbies. Yeah. OK. OK, je vais expliquer ma situation alors. Ok. OK, comme ça, vous allez comprendre. Je, je me lève les matins, à peu près, ça dépend, 7 heures normalement, 6h30 s'il y a une entrevue non, sur le radio pour dans les émissions du matin. Je tourne non, je tourne à ma gauche, je prends l'ordinateur mobile, je commence immédiatement à travailler, Ok. immédiatement. Et je me bosse, et je me bosse, et je me bosse, et je me bosse. Et normalement, je termine à peu près 10 heures. Et je fais ça surtout, bon, lundi à vendredi, absolument, énormément. Les week-ends, je travaille aussi les 2 jours. C'est Alors, beaucoup. free time, temps libre, hobbies. Ben, Non, c'est une très bonne réponse en même temps. Ça nous montre un peu que oui, c'est Anna oui. Paul est une passionnée de politique et Ah. de tout Non, ce mais qui vient avec. honnêtement, pour moi, c'est important, surtout pour les jeunes qui nous écoutent, non, et pour les gens peut-être qui ne se voient pas représentés dans la vie politique et demandent qu'est-ce qui, non, qu'est-ce qui déroule, quelle est une journée quotidienne pour vous. Pour moi, c'est très important d'être honnête. Il n'y a pas beaucoup d'équilibre, il n'y a pas beaucoup de temps libre. Ma famille fait beaucoup de sacrifices. Ça fait beaucoup de temps que je n'ai pas vu mes amis, que je n'ai pas eu le temps de lire un livre juste pour Pour le plaisir, m'amuser. là. Oui, c'est vraiment une vocation et surtout dans une partie politique plus petite où il y a toujours trop de travail à faire. Alors oui, je dis ça parce que non, je veux dévoiler un peu l'expérience d'être politicien, mais je veux dire que ça vaut la peine. Pas chaque jour, pas tout le temps, mais en général, il y a des moments, il y a des petits gains, il y a des petits réussites. Par exemple, nous avons
Nous avons milité non, pour plusieurs mois pour assurer que les gens qui ont reçu le PCU, que non, qu'ils ne seraient pas demandés de repayer non, les paiements. Ça, c'est une gain. Les réformes dans nos centres de soins de longue durée, ça aussi, c'est une petite réussite. Alors, pour tout ça, ça vaut la peine, mais je vais faire ça pour un nombre d'années limité. Et puis, ça y est, et je fais autre chose parce que c'est très, très, très stressant. Est-ce que tu sais déjà un peu qu'est-ce que va être l'autre chose? Ce serait ma dernière question. Est-ce qu'il y a déjà un après de prévu ou pas encore? Non, non. Parce que si je pense trop à la prochaine étape, je vais peut-être raccourcir le temps. Ah, OK. Voilà, oui, non, je ne sais pas encore. Notre famille, non, nous sommes une famille qui bouge. Mon mari aussi, il a le directeur d'une ONG en ce moment et il travaille, comme je dis, beaucoup à l'international. Peut-être qu'il va décider de faire autre chose. C'est vraiment, non, c'est vraiment, notre vie était toujours très mixte. Alors, nous allons voir, mais pour l'instant, je suis ici. Je vais travailler très fort pour notre parti, nos membres, pour tous les gens ici au Canada. Et oui, c'est ça le cible pour l'instant. C'est excellent. Anna Paul, merci beaucoup de ton temps ce soir avec un horaire aussi chargé. D'avoir eu un 55 minutes avec toi, c'est hyper apprécié. Pour ceux et celles qui nous ont écoutés, n'hésitez pas à laisser des commentaires. Ça va me faire plaisir d'aller lire, d'aller vous répondre. Est-ce que tu aurais un dernier mot à adresser à ceux qui nous écoutent avant qu'on se laisse? Juste pour, désolé, j'ai passé beaucoup d'années en Belgique, alors je vous vois plus que je te vois. Alors, il n'y a pas de problème. Oui, mais je sais que oui, c'est quelque chose de continental et je m'excuse. Merci pour l'invitation. Merci pour les excellentes questions. Je voulais reconnaître que je suis ici à Toronto sur les territoires traditionnels des Mississauga, Anishinaabe. Territoire Anishinaabe ici où je suis en ce moment. Oui. Et je voulais aussi dire que j'adore vos statues. Il faut dire que je les vois. J'adore les deux. C'est des pharaons? Oui, exactement. Ce sont des Égyptiens quelconques. Là. Je crois que c'est Pharaon, peut-être Cléopâtre aussi, là, mais c'est une belle décoration. Et ça dit le devoir? Le Revoir, c'est un site parodique du Devoir. Ce sont des amis personnels. Je trouvais que ça faisait un beau décor en arrière. J'adore. Et oui, je voulais dire, reconnaître les autres invités là derrière vous. Et aussi pour dire à tout le monde, merci d'être avec nous. Et je toujours place un petit message pour les jeunes des communautés sous-représentées dans notre vie politique. Je veux dire que c'est très important de considérer, vous impliquer, de vous lancer, soit dans les partis politiques ou dans la société civile. Nous avons des énormes enjeux, des énormes questions, des défis devant nous et nous avons besoin de vos idées, de votre participation. Parce que c'est vous qui seront les personnes pour vraiment vivre avec les conséquences des décisions. Oui. Alors, non, il faut oser. Et moi, je suis là pour vous soutenir et aussi Jonathan. Et oui. C'est très encourageant, une belle dose d'énergie. J'aime l'optimisme et le positif, donc merci beaucoup. Pour ceux et celles qui nous écoutent, je vous invite à être avec moi mercredi prochain, le 14. Je vais avoir la politicienne Catherine Fournier, députée indépendante au gouvernement du Québec. Donc, on va avoir une autre belle discussion. D'ici là, je vous souhaite une bonne fin de soirée. Merci encore, Madame Paul. C'était vraiment très, très, très agréable. Je vous souhaite une bonne fin de soirée tout le monde et à la prochaine. Au revoir tout le monde.